Madame, Monsieur, bon après-midi et bienvenue sur les antennes de Canal 2 Info. Bienvenue à cette autre édition d'Actu Sport. Et on le rappelle, Actu Sport, c'est le magazine d'information des sports, du service des sports de Canal 2 Info. Tout de suite et maintenant, le sommet de cette autre édition. Cette autre édition d'Actu Sport, Lions indomptables, Hugo Brost désormais aux affaires. Le technicien belge a été officiellement installé il y a quelques jours par la Fédération camerounaise de football avec l'onction du ministère des Sports. Question: que peut Hugo Brost à la tête des Lions indomptables? Quels sont les grands chantiers du technicien belge? Brost peut-il enclencher le levier des arrivées des binationaux tels que Kevin Koudou de l'Olympique de Marseille ou encore Christophe Bayebeck? Éléments de réponse dans cette autre édition d'Actu Sport. Autre sujet au sommet de cette autre édition d'Actu Sport, Ligue des Champions. Après le Paris Saint-Germain, place ce soir à deux autres matchs au sommet. Arsenal-Barcelone et Juventus de Turin-Bayern de Munich. Le ciel va gronder ce soir en Europe pour ces deux confrontations. Face à face, Mesut Özil, Petrosech, face à Thomas Müller et Lewandowski. Vous l'avez compris, zoom cet après-midi dans cette autre édition d'Actu Sport sur les huitièmes de finale aller de la plus belle et prestigieuse des compétitions européennes. Madame, Monsieur, merci de regarder Canal 2 Info. Nous émettons de Douala à Akwa et nous sommes en direct. Bienvenue à cette autre édition d'Actu Sport. Pour m'accompagner, on ne change pas l'équipe qui gagne pour emprunter justement la maxime. Le tout premier consultant et habitué de cette émission, ancien footballeur professionnel, Christian Moudouté, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Mathieu, bonjour à tous ceux qui nous regardent, bonjour également à Tad, mon copanéliste. Autre consultant et habitué de cette émission, Tad Kwekam, bonjour et bienvenue. Bonjour Mathieu, bonjour Christian et bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2 Info. Ok, on vous comprend, vous avez failli dire auditeur naturellement, chasser le naturel, il revient au galop. Je rappelle pour la même occasion aux téléspectateurs de Canal 2 Info que vous êtes tous deux, chers monsieur, consultants sur les antennes de Suite FM. Suite FM qui est une radio, une entité du groupe TV+, auquel appartient Canal 2 Info. Madame, monsieur, merci de nous faire confiance. Courte transition et on revient pour s'attaquer au tout premier sujet. Vous regardez Actu Sport. Le tout premier sujet, cher monsieur, on s'intéresse à Hugo Brost, le nouveau patron de l'encadrement technique de l'équipe nationale du Cameroun. Le technicien belge a plus de 60 ans. Il a officiellement pris fonction il y a quelques jours au cours d'une cérémonie parrainée par le président de la Fédération camerounaise de football, monsieur Tombiaroko Sidiki, avec l'onction du ministre des Sports, le ministre des Sports, Paradon Garoua, j'allais justement dire Ismaël Pierre Bidoumpat. Enfin, j'y arrive. Je vous propose par contre de connaître ou de savoir qui est le nouveau technicien de l'équipe nationale du Cameroun, biographie et carnet de route avec David Sanjo. Il est de nationalité belge, Hugo Brost, le nouvel entraîneur des Lions indomptables du Cameroun. Né le 10 avril 1952 à Humbelk en Belgique, il a 63 ans. Il commence comme footballeur avant d'embrasser la carrière d'entraîneur, tout d'abord dans sa Belgique natale, où il tient le Bruges et le FC Anderlecht, où il les remercie en 2005 pour résultats insuffisants. Hugo Brost va se rendre en Afrique, où il va tour à tour occuper les bancs de touche de la jeunesse sportive Kabylie en Algérie, où il démissionne 2 mois plus tard, suite d'un malentendu avec le président du club kabyle. Par la suite, il se rendra chez le voisin NA Hussein D d'Algérie, où il est aussi débarqué du banc de touche le 15 février 2015. Faut-il rappeler qu'il est passé par la Belgique, la Turquie à Trabzonspor, et il se retrouve désormais sur le banc de touche des Lions indomptables du Cameroun, comme deuxième entraîneur de nationalité belge après Henri Despireux.
On se souvient que face à la presse, le président de la Fédération camerounaise de football a reconnu que le Cameroun était à la recherche d'un entraîneur bon marché, puisque les entraîneurs de renom coûtent excessivement cher. Hugo Broos vient avec un adjoint de nationalité belge et Alexandre Bellinga sera le second adjoint. Merci David. La première question, elle est pour vous, Tad Kwekam. Hugo Broos, à la surprise générale, personne ne l'attendait parce que malheureusement, je prends au propos le patron de la Fédération camerounaise de football qui arrivait devant la presse quelques jours avant l'annonce de l'arrivée d'Hugo Broos sur le banc de l'encadrement technique de l'équipe nationale du Cameroun. Il avait officiellement dit qu'Alexandre Bellinga et Bonaventure Djonkep poursuivaient l'aventure. Comment comprendre ce contre-pied? Mathieu, c'est une incompréhension comme beaucoup d'autres choses que nous ne comprenons pas dans le monde du sport au Cameroun. C'est le contraire aurait été une surprise. On est dans un phénomène aujourd'hui où on ne comprend plus vraiment dans quel sens on va. Ça va dans tous les sens, mais j'ai dit c'est vraiment à l'image du football camerounais. Nous connaissons une crise, une longue traversée et ça commence à prendre vraiment du temps. Mais c'est des signes qui annoncent une mauvaise préparation et un manque de, comment je peux appeler ça, un manque de pépinière, pas de pépinière pour le football camerounais qu'on n'a pas assuré. C'est-à-dire, depuis la génération 2000 jusqu'à 2010, il n'y a pas eu une bonne transition, on n'a pas su assurer la relève à ce niveau-là. Et depuis un moment, au lieu de voir où se trouve le mal, on passe le temps à vouloir rafistoler, à vouloir prendre à gauche pour essayer de reparer à droite, et puis le résultat est le même. Je pense qu'aujourd'hui, qu'on n'arrive pas à faire confiance aux nationaux, qu'on pense toujours que c'est un coach venant de l'Occident ou bien de n'importe quel pays, du moins un coach blanc, si je veux utiliser l'expression de l'homme de la rue, qui doit venir sauver le football camerounais ou bien nous faire retrouver notre visage d'antan. Je dis non, c'est faux, c'est mal pensé. Maintenant, qu'on prenne un coach qui n'a pas à mon avis, aucune notoriété, aucun CV. Ok. Avant de s'intéresser, je te coupe, avant de t'intéresser justement au CV du nouveau patron de l'encadrement technique de l'équipe nationale du Cameroun, Christian Moudouté, est-ce que vous pouvez comprendre ce contre-pied du patron de la Fédération camerounaise de football qui arrive quelques jours avant l'annonce officielle de l'arrivée d'Hugo Broos sur le banc de l'équipe nationale du Cameroun pour confirmer l'intérim de Bellinga et Bonaventure Djonkep? Déjà, cet entraîneur, je pense que moi, c'est pas mon problème n'est pas que l'entraîneur du Cameroun soit un national ou un expatrié. Je pense quand même que c'est la compétence, à mon avis, qui m'importe. La matière grise. Donc, déjà, lui, il faisait pas partie de la shortlist. C'est un entraîneur qu'on a pris comme ça. Et le président de la FECAFOOT a gaffé une fois de plus en disant officiellement que c'était dû aux moyens, c'est-à-dire les grands entraîneurs coûtent cher. Je pense que celui qui nous a donné les résultats ces derniers temps, il n'est pas, il coûte pas cher. Je parle de Bellinga, bien qu'il soit un entraîneur national, on aurait dû, à mon avis, le laisser continuer jusqu'à ce qu'on ait la tête, parce qu'on ne peut pas enlever quelqu'un sans toutefois avoir eu à donner ses preuves. Et parlant des preuves, je pense qu'il a eu à nous les donner. Donc le fait qu'on aille chercher un autre entraîneur qui soit national ou expatrié, je pense que quand Bellinga était à la tête, on n'avait pas besoin de ça. C'était une bêtise. Et on aurait dû, à mon avis, continuer avec ce Bellinga et voir jusqu'où il pouvait
aller et puis le changer si résultat il n'y en avait pas. Ok. Monsieur, visiblement, vous mettez la charrue avant les bœufs. Mais moi, je reviens sur cette question, la question primaire, la question que j'ai posée d'entrer dans cette émission. Il y a la sortie du patron de la Fédération camerounaise de football, M. Tombiaroko Sidiki, quelques jours avant l'officialisation de l'arrivée d'Hugo Brost sur le banc de l'encadrement technique de l'équipe nationale. Est-ce qu'on va se dire, mon cher Tad Kwekam, que Tombiaroko Sidiki n'était pas au courant de l'arrivée d'Hugo Brost? À écouter ces déclarations. Il serait un crime légendaire de dire qu'il n'était pas au courant. C'est lui le patron du football. Mais comment expliquer cette sortie quelques jours avant pour dire qu'il confirmait l'intérim de Belinga Ndjonke? Je ne peux pas expliquer cela, Mathieu. Je suis en même temps scandalisé que vous. Parce que vous imaginez, je suis un peu écœuré par cette situation, cette nomination. Je ne sais pas. Mais de toute façon, ça peut se justifier. Hein. Tu dois m'excuser parce que je suis tellement ému par rapport à ce sujet que je suis obligé d'aller toujours au-delà de la question que tu me poses. Parce que si on dit on est dans un pays comme le Cameroun et on regarde la position du Cameroun aujourd'hui et le classement que nous occupons, on peut être tenté de dire que on peut nous assigner n'importe quel coach. Mais je pense, et là c'est là où j'emboîte le pas de Christian, pourquoi on a besoin de changer de coach quand, à un moment donné, on a nommé des coachs nationaux à qui on ne laisse même pas le temps de pouvoir présenter une feuille de route ou bien de réaliser un certain nombre de choses. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on soit en train tout le temps de vouloir changer les coachs. Et quand il faut même changer, on va prendre des coachs, à mon avis. Si on pense que Hugo Brost a la carrure d'entraîner les Lions, je peux me permettre, sans risque de me tromper, que n'importe quel Camerounais peut se permettre d'entraîner les Lions indomptables. C'est peut-être exagéré de dire ça, mon cher. C'est peut-être exagéré, mais si vous imaginez que Hugo Brost est préféré aujourd'hui à Alexandre Belinga, je dis non, on ne peut pas. On ne peut pas. Au moins, pour une fois, on peut faire confiance aux nationaux. On a vu ce que les nationaux ont déjà fait pour le football en Afrique. Pourquoi on doit toujours penser que c'est toujours les autres qui vont venir apporter un plus au football africain? C'est vraiment un problème. Il faut qu'on réussisse à briser cela et qu'on fasse confiance à ceux qui ont la responsabilité du football au Cameroun. Donc, je pense que c'est un peu une sortie de route. Je ne suis pas très d'accord avec cette nomination. Christian Moudouté, intéressons-nous justement à la feuille de route du nouveau technicien à la tête de l'équipe nationale du Cameroun. Que peut Hugo Brost à la tête de l'équipe nationale du Cameroun? Déjà, je ne peux pas le juger maintenant. Au vu de son CV. Ouais, au vu de son CV, je pense que si on parle de son CV, et ça fait très longtemps qu'il n'a pas eu à entraîner une équipe. La dernière, je crois, c'était celle du feu. La JS Kabylie. Oui, en Tunisie. Albert Ebossé. Albert Ebossé, et officiellement, il est venu dire, c'est au Cameroun, c'est la première fois qu'il le dit, parce qu'il est au Cameroun, qu'il soit parti de la Tunisie, parce qu'il a vu un jour mourir sur ses yeux. Moi, je pense que c'est une bêtise, c'est une amalgame, une mascarade qui n'a pas son nom. Il n'a pas à le dire parce que maintenant, le Cameroun a eu à lui donner un contrat de 2 ans. On lui a donné un contrat de 2 ans, essayons de voir ce qu'il va en faire. Parce que qu'est-ce qu'on lui demande? C'est de nous qualifier pour la prochaine CAN et pour les prochaines CAN et Coupe du Monde 2018. Donc, on va voir. On a un match en mars. On va voir les joueurs qu'il aura appelés, les performances et puis la tactique. À partir de là, on va pouvoir le juger déjà. Moi, je pense que bien que je ne sois pas d'accord qu'il soit à la tête du club, je pense je souhaiterais qu'on puisse lui donner une marge de travail qui va l'amener à pouvoir s'exprimer. Parce que le fait qu'il soit à la tête, le fait qu'on n'ait pas eu à reconduire Belinga, lui qui nous donnait des résultats, je pense que c'est une grosse erreur venant de la fédération. De la Fédération camerounaise de football. Que peut Hugo Brost à la tête de l'équipe nationale du Cameroun, Tad Kwekam?
je pense qu'on ne doit pas beaucoup demander à Hugo Broos. Hein, parce que quand déjà... Il y a des échéances à venir. Il y a la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football mais... qu'abrite le Gabon en 2017. Il y a la prochaine Coupe du Monde qu'abritera la Russie en 2018. Oui, mais Mathieu, tu connais tous les chantiers qui attendent les Lions indomptables du Cameroun. Mais quand le patron du football déclare que nous étions à la recherche d'un coach qui coûte bon marché, qui ne coûte pas cher, on adapte un coach à nos moyens. Mais cependant, sur le triangle national, on ne trouve aucun coach qui peut correspondre à la situation actuelle des Lions indomptables. Au point où on va aller chercher un coach qui coûte moins cher sur le vieux continent. Ça veut dire que le moins cher, le dernier des coachs sur le continent en Europe ne vaut pas le premier des coachs au Cameroun. En fait, c'est ce que ça veut dire en d'autres termes. Je dis, qu'est-ce qu'on attend de lui? Attendons voir. Okay. Il a déjà son contrat et puis on va voir ce que ça va donner. Mais moi, je n'espère pas grand-chose. Ok. Cher monsieur, en 30 secondes chacun, j'aimerais justement que chacun nous donne en 30 secondes, selon lui, les grands chantiers de monsieur Brost. Selon vous, quels sont les grands chantiers d'Hugo Brost à la tête de l'équipe nationale du Cameroun? En proposant redonner à l'équipe nationale du Cameroun l'envie de prouver qu'elle peut jouer au football, rendre plus attrayant l'attaque du Cameroun, redonner envie et désir aux passionnés, aux supporters camerounais de regarder leur équipe nationale jouer. Mais, monsieur, chacun de vous, en 30 secondes, pour vous, quels sont les grands chantiers du nouveau patron de l'encadrement technique de l'équipe nationale du Cameroun? Christian, je vous la pose à vous la question. Je pense que tout ce qu'on lui demande pour le moment, c'est avoir de l'équilibre pour que, il doit continuer sur le même élan de Bellinga. Déjà, le jeu de... Où il y a des choses à changer. Le jeu, pour le moment, je pense pas qu'il devrait changer quoi que ce soit parce que tout ce qu'on lui demande, c'est de l'équilibre et les résultats. Après, je pense qu'il va falloir imprégner son système de jeu pour que le jeu des Lions soit alléchant comme à l'époque. Donc, c'est tout ce qu'on va lui demander pour le moment, les résultats, et puis le reste viendra après, quoi. Okay. Parce que je pense qu'il devrait, à mon avis, se rapprocher de Bellinga pour que Bellinga puisse lui donner un coup de main. Et il y a eu un truc qui m'a déplu à la télé, j'ai vu ça sur les antennes de Canal 2. Il était à Douala dimanche, il y avait le championnat. Bellinga était derrière, lui il était devant et son adjoint. Je pense qu'on aurait dû, à mon avis, mettre 3 chaises, lui au milieu, l'un des deux, enfin l'un à gauche et l'autre à droite. Je pense que ça montre combien de fois on est en train de dénigrer notre entraîneur national qui est Bellinga. Oui, pour vous, les priorités du chantier de Brost, à quoi devrait-il s'attaquer en premier? Bon, je ne sais pas s'il a déjà proposé sa feuille de route, mais je sais Il a une feuille de route du ministère des Sports et de la Fédération camerounaise de football. Oui, bon, on lui a fixé des objectifs. Bon, maintenant, je pense que pour atteindre cela, il a, du moins, je suis un peu apaisé parce qu'à côté, on a Bellinga qui est adjoint. Bon, maintenant, s'il a accepté d'être adjoint, ça veut dire qu'ils pourront collaborer. S'il accepte vraiment la collaboration et s'il est surtout écouté et qu'on lui laisse une certaine marge de manœuvre, ça peut être une bonne cohabitation, à mon avis. Bon, c'est vrai aussi que si on avait cherché ou bien on avait eu un entraîneur qui a un certain volume de CV, un CV aussi costaud, ça pouvait créer un déphasage entre les deux entraîneurs, c'est-à-dire l'adjoint et le principal. Bon, maintenant, je dis, si le fait que lui-même ne soit pas très nanti, ne soit pas très expérimenté, peut permettre qu'il à la question de savoir entraîne aussi en entraînant l'équipe nationale du Cameroun, sous l'aile de Bellinga, je pense que ça peut apporter quelque chose. Maintenant, les chantiers, il ne faut pas oublier qu'on a la qualification de la... Il y a les qualifications qui sont là, il y a la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique au Gabon, il y a le mondial en Russie en 2018. La Coupe du Monde en 2018. Bon, maintenant, nous organisons la CAN en 2019. Donc, je pense qu'il y a quand même du pain sur la planche. Maintenant, on occupe une position aujourd'hui dans le classement qui ne nous honore pas beaucoup. Et je pense que c'est forcément l'un des objectifs qu'on lui a assigné, de pouvoir faire en sorte qu'on regagne une position un peu plus intéressante dans le classement FIFA.
Maintenant, je dis, j'insiste parce que, et ça c'est du ressort des autorités camerounaises, c'est-à-dire du ministère des Sports, associé à la FECAFOOT, de pouvoir déjà penser à préparer la relève, c'est-à-dire assurer une pépinière. Parce que quand on regarde le football africain aujourd'hui, la plupart des grandes nations, aujourd'hui, c'est des gars qui ont joué ensemble depuis beaucoup d'années et ils ont été encadrés depuis des centres de formation, depuis des écoles de football et ils ont évolué ensemble. Il faut voir au Burkina Faso, au Mali, au Ghana et un peu partout. Donc, je pense qu'il est important. Pour rappeler, je te coupe pas, tu vas continuer ton développement. Juste rappeler que votre message, vous devez logiquement l'adresser à la direction technique nationale, pas au ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football, puisque c'est la direction technique nationale qui pense les projets de jeu et qui logiquement devrait implémenter une politique de construction et élaborer l'avenir de notre football, de la jeunesse, en passant par minime, cadet, jusqu'à ce qu'on ait une véritable sélection nationale avec... Je suis d'accord avec vous, Mathieu, mais étant donné qu'on parle du football camerounais et qu'on est sur une chaîne de sport, dans une émission de sport, je ne peux pas me retenir de déclarer cela parce que c'est un malaise. Bon, maintenant, le message va aller à qui de droit, mais je pense que dans tous les cas, l'entraîneur national dans un pays, quand on a un sélectionneur national, non seulement il doit sillonner les différents championnats, connaître comment ça fonctionne. Bon, maintenant, s'il ne doit pas s'intéresser à la relève ou bien dire je suis là pour un projet de 2 ans, je pense que c'est aussi un peu limiter les choses. Ok. Cher monsieur, Christian, la question, je vous la pose. Selon vous, quel est le rôle de Bonaventure Djonkep dans ce staff technique de l'équipe nationale du Cameroun? Bellinga, oui. autant pour vous. Alexandre Bellinga, pas Bonaventure Djonkep. Pardon. C'est quoi le rôle, selon vous, d'Alexandre Bellinga dans ce staff de l'équipe nationale du Cameroun? Son rôle devrait être celui qui apporterait, c'est-à-dire... Il aura son mot à dire? Oui, oui, il devrait, je ne sais pas s'il aura son mot à dire, il doit avoir son mot à dire parce qu'il est l'un des adjoints. Il connaît mieux le football. Il est le deuxième adjoint. Il connaît mieux cette équipe nationale que Brosse. Il connaît mieux le Cameroun que Brosse. Il connaît mieux les joueurs que Brosse. Donc, je pense que c'est des atouts assez importants et qui ne sont pas négligeables. Donc, je pense que cet entraîneur, en retour, devrait se rapprocher de Bellinga un peu plus pour que Bellinga puisse lui donner les in and out de l'équipe nationale qui vont l'amener à pouvoir bien gérer cette équipe. Parce que s'il le fait, genre, bon, ok, je suis à la tête et puis, bon, ok, je peux prendre des décisions sans toutefois consulter Bellinga, je pense qu'il va se mettre dans une grosse merde et se cogner la tête. Et ça sera à son désavantage. Alexandre Bellinga a-t-il son mot? Peut-il dire un mot à Van den Bosch, le premier adjoint, ou à Hugo Brost, le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, au vu justement de l'ambiance qui est annoncée au sein de l'équipe nationale du Cameroun et au vu justement des rapports de force reconnus au nouveau patron de l'encadrement technique du Cameroun, Hugo Brost? Oui, Mathieu, je pense sincèrement qu'il a beaucoup à dire. Je pense que le fait même que Hugo Brost soit l'entraîneur principal, je peux admettre, hein, je ne suis pas sûr, c'est un avis, et je pense sincèrement que si Bellinga a accepté, ou du moins s'il est d'accord de travailler avec Hugo Brost, c'est parce que il aura automatiquement son mot à dire. C'est parce qu'il accepte de porter le projet et de continuer l'encadrement de l'équipe nationale. Parce que, vous vous souvenez, il a été adjoint avec l'ancien coach, il a été l'adjoint et puis ça ne se passait pas toujours bien avec le prédécesseur, avec Volker Finke. Bon, maintenant, s'il accepte à nouveau de prendre la deuxième place, parce qu'après Volker Finke, on l'a nommé entraîneur principal. Bon, maintenant, s'il n'est plus entraîneur et qu'il accepte accompagner ou bien être le second, je pense que c'est parce qu'il porte... il accepte vraiment de piloter le projet et de collaborer avec Hugo Brost. Et comme je l'ai dit, Hugo Brost devrait beaucoup apprendre aux côtés de
de Belinga, surtout en ce qui concerne la connaissance du football camerounais, la connaissance de l'environnement et aussi maintenant dans le choix des joueurs au moment de la sélection. Ok, justement, parlant de connaissance du football camerounais, je vous propose, cher monsieur, et vous qui nous regardez à la maison, de s'intéresser à ce que pense l'homme de la rue, les Camerounais. Est-ce qu'il connaît justement le technicien belge qui est Hugo Brost selon la rue? Je vous propose d'écouter cet élément de David Sanjo qui a baladé son micro dans la rue justement pour avoir le sentiment de l'homme de la rue sur justement la personne Hugo Brost. À la question de savoir si les Camerounais connaissent Hugo Brost, le nouvel entraîneur des Lions indomptables du Cameroun, voici la réponse. Franchement, je ne sais même pas, comme par exemple de Hugo Frouch, il est de national, il est même un Européen, je ne connais rien de lui. Ah, je ne connais pas Hugo Brost, je n'ai jamais compris le nom là. Pas du tout. Pourtant, Hugo Brost est sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun et les sportifs et autres fans des Lions attendent beaucoup de cet homme. Qu'il mette de l'ordre dans l'équipe, pour qu'il n'y ait plus de désordre, pour que les gens ne dictent plus de loi, pour qu'on ait une bonne équipe comme on a connu avant, 98, 2000, 2002. On a besoin qui fait changer les choses et qui nous fait remporter d'abord la CAN 2019 et qui nous apporte aussi de la sérénité. Une désignation qui surprend tout de même, puisque beaucoup s'interrogent sur les critères de choix et auraient souhaité que des intérimaires, Alexandre Belinga et Bonaventure Ndjonkep, poursuivent leur mission. Question de nationaliser le banc de touche camerounais. Il fallait maintenir le Camerounais qui a commencé avec les Lions, qui a commencé à prouver. J'aurais aimé un noir. Vous avez vu ce qu'on a gagné avec Jean-Paul Akono? Je préfère l'entraîneur étranger, puisque normalement, quand c'est le noir, il doit un salaire un peu de catéchiste. Puisque normalement, Jean-Paul Akono a subi cela. Après avoir nous donné la Coupe d'Afrique. Pas très connu du public sportif, le nouvel sélectionneur des Lions indomptables aura une grosse mission, celle de tenir ferme le gouvernail des Lions indomptables du Cameroun. On comprend toute la passion dans la voix du supporter de l'équipe nationale du Cameroun et du téléspectateur qui voulait par contre parler des Jeux Olympiques que Jean-Paul Akono a brillamment offert au peuple camerounais en 2000 avec la génération Samuel Eto'o, Jérémy Njitap, Modeste Mbami, Idriss Carlos Kameni et consorts. Cher monsieur, en quelques minutes, est-ce que l'arrivée de Hugo Brost ou d'un nouvel encadrement à la tête de l'équipe nationale du Cameroun peut permettre et faciliter l'arrivée des binationaux? À mon humble avis, je ne pense pas. Je ne pense pas pour la simple raison que il y a quelques mois, je ne sais pas, quelques semaines, il y a une mission qui est allée en Europe, composée de Mila Roger et autres, pour négocier justement le retour, bien l'intégration de ces binationaux, du moins pour les convaincre à venir chausser le vert rouge jaune. Il s'agissait de Umtiti, Koudou et je crois que Ntep n'est plus là-dedans parce qu'il a déjà joué avec l'équipe de France. Donc je pense que quand on fasse venir Hugo Brost, pour un joueur qui dans sa tête essaye d'intergiverser aussi entre l'équipe nationale de France et l'équipe nationale camerounaise, avoir un coach comme Hugo Brost ne peut pas forcément le stimuler, à mon avis. Par contre, si on avait un coach qui avait un certain potentiel, un certain CV, un certain passé actif à son actif, ça pouvait stimuler et dire, bon voilà, on peut avoir un bon projet, on a un coach charismatique qui a prouvé avec telle ou telle équipe ou telle sélection. Maintenant, ça peut nous pousser à aller parce que les choses peuvent véritablement changer. Mais je pense que le manque de notoriété ou bien le manque de crédibilité, parce que moi je le dis, parce que s'il avait prouvé ailleurs ou bien s'il avait entraîné certaines nations, ça pouvait permettre de dire que, en tout cas, je ne suis pas le seul à le penser, parce que même le président de la FECAFOOT dit bien qu'on cherchait un coach qui cadrait avec notre portefeuille. Bon, voilà, on l'a eu. Maintenant, est-ce que ça doit perdre? Est-ce que rien qu'au vu de cela, on peut penser que ça peut
stimuler les binationaux à rejoindre les rangs du Cameroun. Je dis, à mon avis, je dis non, c'est pas possible, c'est pas évident. Voilà. Christian Moundouté, vous avez été footballeur professionnel, vous avez côtoyé le football au haut niveau. Est-ce que selon vous, l'arrivée du nouvel encadrement technique de l'équipe nationale du Cameroun peut permettre les arrivées de Jean-Christophe Bayebek, qui désormais évolue avec les espoirs de l'équipe de France, l'arrivée de Kevin Koudou de l'Olympique de Marseille, qui évolue avec les espoirs de l'équipe de France, ou celui de Samuel Umtiti, que Albert Roger Mila a personnellement rencontré? Écoute, Mathieu, moi, il y a quelque chose qui m'intrigue c'est-à-dire dans cette histoire. Déjà, je suis Camerounais et j'adore mon équipe nationale. Maintenant, je pense que les appeler est une chose. Le fait qu'ils soient là, et qu'on se mette à leur créer des problèmes souterrains, des problèmes qui ne valent pas la peine d'exister, en est une. Regardez par exemple ce qui est arrivé à Jean-Amel Canabic. Il est arrivé, il était pressenti de jouer avec l'équipe de France. Par amour pour son pays, il a choisi le Cameroun. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? C'est-à-dire on a raconté des choses, qu'il était malade, juste parce qu'on ne voulait pas faire appel à lui. Maintenant, il a perdu. Il ne pourra plus jamais rejouer jouer avec l'équipe de France. Je pense que... Mais tout naturellement, parce que les mêmes choses pourraient arriver aux autres. Je pense que déjà, on devrait d'abord, à mon avis, essayer d'assainir notre rayon, c'est-à-dire notre équipe nationale. L'entourage de l'équipe nationale du Cameroun. Avant de faire appel à ces gars. Parce qu'après, ils sont jeunes, hein, ils veulent bien jouer, ils vont venir là, après on va créer des problèmes qui ne devraient pas exister, on va les oublier, ils auraient déjà perdu. Leur carrière, je pense qu'ils ont choisi de jouer au foot et leur carrière, c'est leur vie. Alors si ces gars viennent, je pense qu'on devrait tout d'abord assainir l'environnement avant de faire appel à eux. Parce qu'un gars comme Koudou, je pense que c'est un gars qui peut nous apporter énormément. Umtiti également, mais je pense que pour Umtiti, ça sera vraiment difficile. Pourquoi? À ce que je sache, parce que j'ai eu des connaissances qui sont des amis à lui, qui m'ont fait savoir que Umtiti est partagé. Mais le pourcentage est un peu plus grand du côté de la France, parce que il y a l'Euro qui arrive, il est pressenti également. Oui. Il y a la Coupe du Monde également, parce que à l'axe de l'équipe de France, il y a Varane qui est là, qui dandine un peu. Il y a, comment il s'appelle, ils sont nombreux, les Mathieu qu'on n'appelle pas, ils sont nombreux qui sont là. Donc je pense que c'est un gars, Mangala, qui n'est pas titulaire avec Manchester City. Je pense qu'il y a un combat. Et lui, Umtiti, qui est titulaire, qui joue avec Lyon. Et il a de bonnes prestations. Et c'est un ténor de l'équipe espoir de la France. Donc c'est un gars qui est sur de bonnes mains. Donc son encadrement fasse qu'il puisse être plus pressenti de jouer avec la France. Donc il va falloir que le Cameroun assainisse d'abord son équipe nationale, l'entourage, et voir comment on peut faire appel à ce gars. Au cas contraire, ça sera la même chose et ces gars auraient perdu. À rappeler que l'arrivée d'une nouvelle équipe à la tête de l'encadrement technique de l'équipe nationale du Cameroun en est un. Et c'est la preuve tout naturellement que la Fédération camerounaise de football, avec l'onction du ministère des Sports, est décidée à redorer le blason de l'équipe nationale et de permettre aux Lions indomptables de devenir les véritables champions d'Afrique qu'on a connus dans les années 2000 et 2002. Courte transition et on revient cette fois-ci pour parler de la Ligue des Champions, de la plus prestigieuse des compétitions européennes de football.
Il a dit d'abord... Madame, monsieur, vous écoutez, vous regardez Actu Sport et tout naturellement, nous sommes sur les antennes de Canal 2 Info. Autre sujet au menu de cette autre édition d'Actu Sport, c'est la Ligue des Champions, la Champions League qui s'est rendue au 8e de finale aller de la compétition. Cher monsieur, ce soir, on aura le bonheur de vivre deux confrontations. La première confrontation, tout naturellement, il s'agit de Barcelone-Arsenal-Barcelone. Avec le concours de la réalisation, on a le bonheur de vivre des images toutes fraîches qui nous viennent tout naturellement de l'UEFA, de la télévision de l'UEFA qui nous a gratifié de ces images. Christian Moudouté, non, je donne la parole en premier à Tad Kwekam. Quand on entend Arsenal-Barcelone, vous, ça vous rappelle quoi en premier? Ça me rappelle la fameuse Champions League. La fameuse finale de la de Champions 2003. League 2003, Ouais. Samuel Eto'o avait marqué le premier but, afin que Belletti, pardon, marque le deuxième but. Voilà, donc je pense que c'était une finale qui m'avait beaucoup marqué parce que j'admirais beaucoup Thierry Henry à l'époque. Et j'espérais que Thierry Henry remporte une Champions League. Mais il a fallu que Samuel Eto'o soit beaucoup plus fort. Et il avait vraiment trouvé dans ce match-là. Bon, heureusement que Thierry Henry a rejoint les rangs du Barcelone quelques années après. Et puis, il a remporté aussi une Champions League. Donc, c'est un choc. C'est une rencontre que j'aime toujours regarder. À chaque fois qu'il y a ce tableau Barcelone-Arsenal, c'est du régal. 13 ans plus tard, les deux équipes se rencontrent. Je rappelle, pour les passionnés amoureux de statistiques, sur 8 confrontations, Barcelone en a gagné 4, Arsenal a gagné une seule confrontation et il y a eu 3 matchs nuls. Est-ce que cette fois-ci, ça peut être une autre victoire pour l'équipe d'Arsène Wenger? Non, c'est pas possible. Bon, ben écoutez, Mathieu, j'exagère peut-être, mais ça reste, c'est un match de football et puis c'est la probabilité. Pour vous, les dés sont pipés. Il n'y a que 2 possibilités, Ouais. au moins 3 Lesquelles? possibilités. Arsenal peut gagner, Ouais. Arsenal peut perdre, Arsenal peut faire match nul. Barcelone peut gagner. Mais ce sont Barcelone les probabilités d'un match de football, mon cher Tad Kwekam. Ça veut dire que tout peut arriver, ça reste un match ouvert. Mais maintenant, au vu des éléments que nous avons, des statistiques, des performances, je pense que le Barça est sur une trajectoire on ne peut plus exponentielle. Il est difficile d'arrêter le Barça. Plus de 100 buts en 2015. La meilleure attaque du monde. Et puis la meilleure attaque du monde. Et aujourd'hui, vous essayez de voir, j'ai regardé encore les statistiques, la personne la personne la plus en vue dans ce dispositif du Barça, c'est Lionel Messi. Mais quand on regarde les statistiques, Messi et Neymar sont tellement avancés que les 3 réunis, ça devient une machine à détruire carrément. Parce que, figurez-vous, peut-être vous vous rendez pas compte, Suarez est aujourd'hui le meilleur buteur de l'Europe et le meilleur passeur. Avec 23 buts, et 25 buts et 10 passes décisives. C'est énorme. À côté, vous avez Neymar qui vient, je crois, à la 4e position. Et Messi, bon, en raison de ses blessures et parce qu'il n'a pas fait une saison complète. Donc, mais j'ai dit, il est le meilleur joueur du monde. meilleur joueur du monde. Donc, j'ai dit, à côté, on a Arsenal qui n'arrive pas à se stabiliser dans le jeu, à se ligner 2, 3, 4 défaites. Ça devient un peu compliqué. Victoire, vous voulez dire? Je vais dire victoire, autant pour moi, merci Mathieu. Je vous ai compris. Merci. L'effet de la passion. Donc, voilà. Donc je pense qu'il doit être, ce sera un match très intéressant, mais je pense que la balance pèse beaucoup plus pour Barcelone dans ce match. Ok. Christian Moudouté, vous avez été footballeur professionnel. Faut-il encore le rappeler? Comment on vit ce genre de match? En ce moment, que se passe-t-il dans la tête des joueurs du FC Barcelone et d'Arsenal? Ils se disent, cette fois-ci, on a la 9e confrontation. Est-ce qu'il va falloir rééditer l'exploit justement des années passées? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut installer le bus devant la défense d'Arsenal face à une équipe de Barcelone qui arrive quand même à marquer plus de 100 buts en une saison, je vais dire en une année. Que se passe-t-il dans la tête des joueurs?
Je pense que à quelques heures de match, pareil. À 3 heures du match, 3h45 du match, parce que le match c'est à 20h45, heure du Cameroun. Donc je pense que maintenant c'est la réunion technique. Et après la réunion technique, on va leur donner un petit moment pour pouvoir faire peut-être 30 ou 45 minutes, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire et aller au stade. Donc le match c'est déjà, c'est-à-dire dans la tête c'est joué. Dans la tête, mais je pense que Arsenal a pratiquement, bien qu'il soit moins efficace que le Barcelone, ils ont pratiquement le même jeu. Genre, ils sortent le ballon de la défense, ils élaborent très bien le jeu. C'est le meilleur club en Angleterre qui sort, qui fait vraiment le jeu, qui a un football fluide. Donc, je pense que ce n'est pas un club qui va, Arsène Wenger n'est pas le genre à mettre le camion devant la défense pour défendre. Ils vont faire le jeu et le plus efficace va gagner. Mais ce que je dis, bien que Barcelone soit une machine en ce moment, ils ont peiné contre Las Palmas, le dernier match. Donc, ils ont peiné en championnat. Donc, aujourd'hui... Peut-être que la tête était déjà longue. Aujourd'hui, à Londres, avec ce que Arsenal est en train de faire, il faut également noter que Arsenal, ces derniers temps, est en train de faire un très bon championnat. Je serais déçu de voir Arsenal. Ils ont battu officiellement le leader. Ouais, Leicester. Donc, je pense que, lors de la confrontation directe. Lors de la confrontation directe. Je pense que Arsenal est plus motivé que jamais. Et je souhaiterais voir un très grand match aujourd'hui, voir Arsenal sorti de ce gang et puis qui imposer un système, un style de jeu à eux, à Londres, face à Barcelone. Ça sera un match vraiment jouable et ça ne sera pas du tout facile. Vous me le direz après le match. Parlons des forces en présence dans cette rencontre Barcelone-Arsenal avant de s'intéresser au second match Bayern de Munich-Juventus. Cher monsieur, force en présence, selon vous, qui peut faire la différence au sein de cette équipe d'Arsenal? Je vais citer entre autres Mesut Ozil ou encore Persotech, le dernier rempart. Restons sur Ozil. Non, Ozil... C'est cette année ou jamais. Il a coûté 50 millions, il est à Arsenal depuis 3 ans. Il n'a jamais brillé de mille feux. Est-ce que c'est ce soir ou jamais? Non, je pense que l'apport de Ozil au sein d'Arsenal se justifie, parce que si vous essayez de regarder les statistiques, Ozil reste toujours et chaque année l'un des meilleurs passeurs dans le championnat anglais. Actuellement, il délivre... Il n'a jamais satisfait les attentes. Oui, mais... Quand vous coûtez 50 millions d'euros, on attend mieux que 10 ou 20 passes. Non, il y a un projet de jeu. Arsenal a un style de jeu. Et vous savez, Arsenal, c'est l'une des équipes qui, chaque année, reste quand même dans le haut du tableau. Même si Arsenal n'est pas champion, dès qu'ils sont européens, ils peuvent remporter le championnat ou bien 2-3 coupes en une année, l'objectif est atteint. Je pense que si Arsenal veut aspirer plus grand, rêver plus grand, ils doivent mettre le paquet dans ce sens-là. C'est-à-dire prendre des joueurs de Champions League, avoir un projet de jeu dans ce sens-là. Arsenal a recruté. Je vais vous citer Welbeck. Je vais vous citer Ozil qui a coûté 50 millions d'euros. Oui. Je vais citer plein de joueurs qu'Arsenal a fait recruter. Il y a plein de joueurs. Mais je dis... C'est ambitieux, ça. Je suis d'accord. Mais Mathieu, quand vous essayez de regarder ces 4 dernières années, Arsenal n'a pas joué une demi-finale de Champions League. Okay. Arsenal a à peine traversé les quarts de finale. Arsenal se limite toujours au 8e de finale ces 4 dernières années. Donc vous voyez que maintenant, quand on a passé 4 années à avoir les mêmes résultats, il faut penser à franchir un pas, à franchir le palier, à dire, OK, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'on a besoin des joueurs qui peuvent apporter un plus dans le dispositif ou bien avec qui on peut mener un projet dans le sens de remporter une Champions League? C'est vrai, ils ont des joueurs de qualité. Vous avez peut-être oublié le Chilien Alexis Sanchez qui apporte beaucoup dans le jeu d'Arsenal, et Olivier Giroud qui aujourd'hui au sommet de son art, il est en train de faire une très belle saison avec Arsenal. Donc ce n'est pas des joueurs de qualité qui Didier Deschamps ne sera pas d'accord avec vous, hein? Non, je dis parce qu'il marque quand même, il marque pas mal de buts. Je crois qu'il est à plus de 15 buts déjà avec Arsenal, ce n'est pas mauvais. Maintenant, il est important dans le dispositif de Arsène Wenger. Ouais. On ne peut pas négliger cela. Welbeck est revenu, retour de blessure, il a marqué un très beau but l'autre jour contre Leicester.
C'est lui qui délivre, qui a apporté... Oui, pour le 2 buts à 1. On a 2 buts à 1. Mais donc, question, avant que vous ne chutez, mon cher Tad Kwekam, Arsenal peut faire un coup ce soir face à Barcelone? Comme j'ai dit tantôt, ça reste un match ouvert et Christian a bien fait de signaler, de mentionner la tactique d'Arsenal qui joue proprement, qui sort de ballon, qui utilise bien le ballon. Mais je dis, malheureusement, c'est toujours le problème qu'Arsenal face aux grandes équipes. Il n'arrive pas toujours à franchir, à traverser ces barrières-là face aux grandes équipes. Je pense que dans l'esprit, dans la mentalité, ce n'est pas que je remets en question le discours d'Arsène Wenger, mais je dis c'est toujours et chaque année on le voit, Arsenal n'arrive pas à franchir ce palier. S'il réussit ce soir, ça sera un très grand coup dans l'histoire d'Arsenal. Parvenir à battre le Barcelone et peut-être se qualifier, ça sera vraiment un espoir. Tad Kwekam, est-ce que cette équipe d'Arsenal peut faire le poids? Christian, est-ce que cette équipe d'Arsenal peut faire le poids face à une incroyable équipe du FC Barcelone, avec sa triplette magique? On parle de Neymar, Suarez et Messi. Oui, bien sûr. Je pense que Arsenal déjà joue à Londres, devrait prendre les choses en main. C'est ce soir ou jamais? Ce soir et faire la différence. Ce que je vais dire à Tad, c'est que il a dit Arsenal depuis un petit moment n'arrive pas à aller au-delà des quarts de finale. Je suis pleinement d'accord avec lui. J'aurais préféré qu'ils fassent pareil, qu'ils disent la même chose. J'aurais préféré qu'ils disent la même chose quand on parle de Paris Saint-Germain également. Paris Saint-Germain qui est l'un de mes clubs également. C'est ce que j'étais en train de lui dire parce que je pense que Arsenal aujourd'hui est à un niveau où Arsène Wenger, depuis Belle Lurette, n'arrive pas à gagner des trophées. Et je pense qu'aujourd'hui... Donc, je pense qu'aujourd'hui, Arsenal devrait et va essayer de faire la différence face à cette muraille de Barcelone. Parce que Arsène Wenger, c'est quelqu'un qui ne dépense pas assez d'argent pour se faire... Mais visiblement, ces deux dernières années, je Ces deux dernières années, il a mis des moyens. C'est un peu plus, on parle d'un peu plus de 150 millions d'euros. En prenant Alexis Sanchez, en prenant Welbeck, je pense que Arsenal aura son mot à dire. Ce soir. Cher monsieur, sans transition, on s'intéresse à cette autre rencontre. Bayern de Munich, Juventus de Turin. En une minute, puisque la réalisation nous fait de grands signes. Bayern de Munich, Juventus de Turin, ça donne froid dans le dos quand on prononce d'abord le nom de ces équipes. Tad Kwekam. Oui, c'est une très belle affiche. Hein? Une très belle affiche. Bon, ça fait rêver. Oui, ça fait rêver parce que ça donne envie de regarder un match de football. Même sur le plan des deux 11 encrans. Oui, parce que c'est des grands joueurs qui sont au rendez-vous. Et je suis très passionné et particulièrement impressionné par la prestation du Bayern de Munich et surtout par les statistiques de ses attaquants, c'est-à-dire Lewandowski et Müller. Les deux totalisent pratiquement 36-37 buts, je crois, en une saison. C'est énorme quand même pour une attaque. Bon, maintenant, la Juventus, c'est vrai, a connu quand même beaucoup de modifications par rapport au dispositif ou bien à l'effectif qu'ils avaient l'année dernière, avec le départ de Arthur Vidal et bien d'autres joueurs. Mais je pense qu'ils restent toujours... il reste toujours patron, du moins ils jouent les grands rôles, les premiers rôles dans le championnat italien. Ils ont la maîtrise de ce championnat et s'ils sont arrivés en finale de la Champions League l'année dernière, ce n'était pas par hasard, c'est parce qu'ils ont un fond de jeu, ils ont beaucoup de qualité. Bon, maintenant, ça sera un très grand match, on va se régaler de toute façon. Je vous propose par contre, cher monsieur, de vous intéresser à un joueur du côté de la Juventus de Turin. Il fait désormais l'unanimité. Lionel Messi a fait de lui son potentiel successeur. Il s'agit de Paulo Dybala, qui a coûté 22 millions le montant de son transfert, partant de Palerme pour la Juventus de Turin. Désormais, le joueur vaut 60 millions d'euros et on nous indique l'indice, le baromètre de transfert de l'UEFA. Christian Moudouté, avant que la réalisation ne nous propose des images de Paulo Dybala, pour vous, est-ce qu'il peut être l'homme de cette rencontre?
Oh, Dybala, déjà, c'est une étoile montante. On parle de 22 ans. Oui, c'est pas encore un joueur confirmé. Il fait une très belle saison avec la Juve. Il sort de Parlem et il manie bien le ballon. Et ça fait qu'aujourd'hui, ça donne de l'avantage à la Juve qui est encore premier dans ce championnat italien. Je pense que contre le Bayern de Munich, il devrait, à mon avis, montrer de quoi il est capable. Parce que déjà, le championnat, ça se passe bien. Maintenant, le championnat européen, c'est un tournoi majeur où il doit montrer de quoi il est capable au monde européen. Et si il est bien dans sa tête, je pense que le fait de faire un bon match contre Bayern causera d'énormes problèmes à cette équipe et ça sera un avantage pour la Juve de faire un pas de plus dans cette grande compétition qui est la Ligue des Champions. Et ça aidera davantage à Pogba d'être un peu plus libre parce qu'il a assez de charge dans cette équipe. Il a son mot à dire et je pense que les deux, au sommet de leur forme, causeront d'énormes problèmes à cette machine du Bayern de Munich. Mais est-ce que Paulo Dybala, pour rester sur le joueur Tad Kwekam, c'est ce soir ou jamais, ça peut permettre aux joueurs de se révéler devant le monde entier, l'Europe. C'est vrai qu'en ce moment, il fait l'unanimité au sein du calcio de la Série A. Mais ce match, ça peut permettre à Paulo Dybala de gagner en maturité et de se révéler aux yeux de l'Europe. Oui, je crois que c'est l'un des plus grands rendez-vous auxquels il doit faire face. Et généralement, dans ce genre de cas, il y a deux possibilités. C'est-à-dire, soit il brille de tout feu, soit il est à côté de la plaque. Bon, maintenant, connaissant ses performances ces jours-ci et depuis le début de cette saison, je pense qu'il peut faire un très grand match. Bon, maintenant, est-ce que Dybala seul suffit à porter l'équipe de la Juve sur lui? Je dis, c'est un peu trop, c'est un peu prétentieux ou bien c'est précocement pensé qu'il soit à mesure de le faire. Maintenant, mais est-ce qu'il peut faire la différence ce soir? Non, je pense que c'est l'ensemble de l'équipe. Je pense que si on regarde, le style de jeu de la Juve, c'est des gars qui se complètent, qui sont très collectifs, en dehors de quelques individualités, mais c'est des gars qui sont très très collectifs. Bon, maintenant je dis c'est l'ensemble du collectif, en dehors de quelques joueurs comme Pogba et qui apportent de temps en temps des coups de pied, des gestes magiques comme ça dans le jeu. Je pense que les deux associés pourront vraiment, Pogba et Dybala pourront apporter beaucoup de percussions dans le jeu de la Juventus, mais ça ne suffit pas toujours pour faire basculer la machine du Bayern de Munich. Mais je dis, dans l'ensemble, c'est une équipe qui se complète, qui sont très collectifs. Je vous propose, cher monsieur, de vous intéresser à ce monsieur, si la réalisation peut nous proposer cette image. L'attaquant qui vaut désormais 70 millions d'euros a déclaré le Real de Madrid. Il s'agit de Lewandowski, l'attaquant du Bayern de Munich. Le Real de Madrid serait prêt à déposer sur la table 70 millions d'euros au prochain mercato. Justement, là, en image, Lewandowski, que le Bayern de Munich a décidé de laisser partir seulement à 90 millions. Est-ce que ce soir, ça peut être le soir de la consécration pour lui? Bon. Parce que jouer un gros d'Europe comme la Juventus de Turin, finaliste de la Ligue des Champions, ça vaut la peine, Christian? Oui, je pense que déjà, c'est un gars... Pour le moment, il est le meilleur buteur européen. Ouais. Il marque trop de buts et sa valeur marchande a... 5 buts la dernière fois, en moins de 5 buts. A vraiment pris du volume, a assez augmenté. Et il y a le Bayern qui a parlé, enfin j'ai lu un article où le Bayern était en train de lui proposer 20 millions d'euros annuels. Donc pour qu'il reste et afin qu'on puisse rallonger son contrat. Mais il y a des sources, c'est-à-dire des sources amicales qui ont eu à souffler aux journalistes que le gars aurait préféré partir
avec le Real de Madrid. Donc, bien que c'est mon souhait d'ailleurs, parce que le Real de Madrid est l'un de mes clubs préférés, je pense que ça donnera un plus à cette équipe du Real, parce qu'on en a besoin. Déjà, si Bale a coûté à près de 100 millions d'euros, je pense que Lewandowski devrait, si le Bayern a exigé qu'on puisse lui donner 90 millions d'euros. Je pense que ça va. Ça va, il le mérite largement. Cher monsieur, on va sortir de cette émission, mais je vous propose de faire chacun son pronostic sur les deux matchs Arsenal-Barcelone et Juventus de Turin-Bayern de Munich. Je reste avec toi, Tad. Je pense que en regardant la caméra, Barcelone va s'imposer ce soir. Ils vont battre Arsenal. Maintenant, le score, je crois que ça sera par la plus petite des matchs, 2-0. Pour rappeler la dernière fois, le Paris Saint-Germain, quelqu'un avait dit qu'il y aura match nul, je ne sais pas qui. J'avais malheureusement pas enregistré les paris. C'était bon. Oui. Moi, j'avais annoncé une victoire du Paris, mais je suis passé à côté du score. J'avais parlé 2-0. 2-0. Ouais. Et là, maintenant, cette fois-ci, j'ai dit le Barça va gagner 2-0 et le Bayern également va faire... on va gagner aussi 1-0. Attention, l'émission, on va la rediffuser. Hein. On va la rediffuser, Christian. Oui, Barcelone, Arsenal, un match nul ou encore Arsenal va gagner. Non, un pronostic, monsieur. Il ne faut pas nous mener en bateau. Ok, la victoire d'Arsenal. L'autre match, le Bayern va gagner par 3 ou 4 buts à 1. Tu le penses vraiment face à Juventus de Turin? Tu penses vraiment qu'Arsenal va gagner? Madame, monsieur, tu le dis par conviction ou bien parce que tu veux être contre moi? Non, c'est pas ça. Je veux pas être contre. Merci, cher monsieur. Tu te bats toujours pour aller à contre-courant. À témoin, je prends les auditeurs à témoin et naturellement, les pronostics ont été enregistrés avec justement le concours et la réalisation de mon cher ami Patrick Tchamani, le patron de ce plateau. Merci justement aux équipes qui m'ont aidé à préparer cette autre édition d'Actu Sport. Merci aux équipes de Patrick Tchamani et avec à la coordination M. Serge Bondier. Derrière ce micro de présentation, j'étais Mathieu Fangwa. À très bientôt pour une autre édition d'Actu Sport.